C'est une cour de récréation dans les années 50. Anthion et Iñaki jouent aux billes. Mais ça ne se passe pas très bien. Anthion accuse Iñaki d'avoir triché. Iñaki dit que c'est pas vrai. Anthion décide qu'il a gagné de toute façon. Iñaki s'énerve. Zuk duzu trampa egin. Non, c'est toi qui as triché. Puis il s'arrête net, terrifié par ce qu'il vient de se passer. Il a crié en basque. L'espace d'une seconde, il a oublié la règle. Anthion, lui, en revanche, jubile. Il prend le bâton dans sa poche et le jette sur Iñaki, puis s'en va en courant, libéré du fardeau. Iñaki regarde le bâton tomber à ses pieds, puis relève la tête. Tout le monde dans la cour a vu ce qui s'est passé. La maîtresse aussi. Trop tard pour le cacher. Il n'a plus qu'à espérer qu'un autre enfant ait lui aussi un moment d'inattention et se mette à parler basque. Mais ça arrive plus trop maintenant. Il a fallu à peine quelques semaines pour faire disparaître leur langue maternelle. Il faut dire que la technique est redoutable. À la fin de la journée, celui qui a le bâton est puni. Iñaki ne se fait pas d'illusions, il est déjà tard. La récré est bientôt finie. Il met le bâton dans sa poche, se lève, toise Anthion parti se réfugier de l'autre côté de la cour. Peut-être qu'à ce moment, il choisit d'être fier, et il a très envie d'aller se battre. Mais la maîtresse le regarde, à l'affût de sa réaction. Alors il se rassied, avec ses billes et sa colère. Demain, Bihar mendekatuko naiz. il se vengera. Comment finir une guerre ? Gerla bat nola bukatu. Une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Euskal Herriko gatazka armatuaren bukaeraren istorio bat. Salut. Bonjour. On vient d'arriver, on était en train de s'accorder. Une série documentaire de Myriam Prévost, Miriam Prévoren serie dokumental bat. réalisée par Anna Anna Buick zuzendurik. pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte Radiok Arte Radio. ekoizturik. Avec la participation des musiciennes du groupe Abia, Maya Iribarne Olagaray, Elena Aira, Amaya Iriart. Deux morceaux ou trois ou un truc. J'aimerais enregistrer en fait peut-être sans les instruments, enfin a cappella quoi, 2-3 où il y a les différentes voix là. Ok. Je sais pas. Mais Bigarren kapitulua, Épisode 2, estaturik gabeko populu bat. un peuple sans État. D'abord, un résumé du premier épisode. L'ancien militant de Théa, Yoshu Urrutikoetxea, reçoit une visite inhabituelle dans le petit village d'Ariège où il se cache depuis des années. Des médiateurs internationaux spécialisés dans les résolutions de conflits armés viennent lui demander de venir participer aux prochaines négociations entre ETA et l'État espagnol qui auront lieu en Norvège. 2 autres membres d'ETA sont déjà là-bas pour préparer les discussions. Yoshu accepte et monte dans la voiture de la police diplomatique qui l'attend, En voiture diplomatique, oui, direction Oslo. comme ça. On est alors en octobre 2011. À ce moment-là, personne ne sait quand la délégation espagnole va arriver. Mais les 3 membres de TA, Yoshu, Irache et David, ont du travail. Ils et elle, je dis elle parce qu'Irache c'est une femme, ils et elle doivent donc préparer la négociation et rencontrer des spécialistes en résolution de conflits armés, mais aussi des gens qui sont intervenus dans d'autres processus de paix dans le monde pour partager leurs expériences et leurs points de vue. Et pendant que ça discute désarmement, justice réparatrice et reconnaissance des victimes à Oslo, on va pour ce 2e épisode aller voir du côté du Pays Basque pour tenter de comprendre ce que c'est que ce conflit et d'où il vient. En fait, nous, on veut juste exister. Voilà. Quand on revendique notre identité, c'est juste pour dire « Eh oh, on est là ». En fait, on existe.
Moi, je ne considère pas qu'être basque, c'est mieux qu'être français, ou mieux qu'être algérien, éthiopien, guatémaltèque, j'en sais rien. Non, c'est juste une autre manière de voir le monde et d'exister aussi légitime que toute autre identité politique. Tu veux qu'on aille dans une salon ? Eki Eremundegui a 32 ans. Il travaille comme journaliste dans un quotidien en langue basque. Ma langue maternelle est le basque, mais voilà, je me réveille en basque, je cuisine en basque, je travaille en basque, je rêve en basque, je fais l'amour en basque. Je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait naturel, que personne m'a obligé, en fait. Mes parents m'ont transmis la langue et la culture, et moi j'ai décidé de les garder. D'autres ont pris des décisions contraires, et c'est pas grave. Enfin, ils ont tout à fait le droit de choisir quelle identité ils veulent avoir. Là, on est 10 ans après la fin de la lutte armée. 10 ans après Oslo, il n'y a plus d'organisation terroriste, il n'y a plus d'armes. Mais le conflit vit encore. Il vit dans les traces qu'il continue de laisser derrière lui. Enfin, moi je suis de 89. De 89 jusqu'à 2009, chaque année il y avait des dizaines et des dizaines d'attentats. Des dizaines et des dizaines d'arrestations. Il y avait des meurtres, il y avait des morts. Nous, on a été baignés dans le conflit politique depuis tout petit. Je faisais le calcul tout à l'heure. À l'école primaire, dans ma classe, on était une quinzaine. C'était à l'Ikastola de Bayonne. Et à l'époque, fin des années 80, c'était surtout des parents qui avaient une conscience politique et qui étaient assez militants, qui mettaient les enfants dans les écoles immersives en langue basque. Il y avait encore cette étiquette et cette peur qui était ancrée dans la société, que c'était des fabriques de militants terroristes. Et si je regarde ma génération, à l'école primaire, sur à peu près une quinzaine d'élèves, il y en avait au moins 3 ou 4 dont l'un des parents était du Pays Basque Sud, était venu à Bayonne ou au Pays Basque Nord pour des raisons politiques. 3 qui ont connu un de leurs parents en prison. 3 qui ont été interpellés une fois dans leur vie pour des questions politiques. 2 qui ont été en prison. Ces 15 élèves qui constituaient la classe ont grandi et tous ont connu dans leur entourage les conséquences directes du conflit armé. Au collège, la sœur de nos amis qui était en clandestinité a été arrêtée. Au collège encore, en 2004, on a connu le cessez-le-feu de l'ETA et les négociations ou tentatives de négociation qui ont suivi. Et on a été imprégné de ça. Bai, bai. Barkatu. Nik zer dut? Bertina txikitzen zu. Ok, ados. Segur? Bai, bai. Au début, quand je me suis intéressée à la paix, je me suis dit que ça allait être chouette. Parce que la paix, c'est beau. La paix, c'est bien. Barkatu. Bai, txikitzen zu. Bai. Mais la paix, c'est aussi l'image qu'on s'en fait. Du blanc, une colombe, du silence. Si on gratte un peu,
Alors on plonge les mains dans une grosse flaque de vase noir, dans laquelle macèrent toutes les violences qui ont eu lieu de part et d'autre. Et c'est pas joli. Ce que disent les Basques, c'est que pour faire la paix, il faut savoir parler de comment la guerre est arrivée. Le conflit basque, on peut le résumer comme ce qu'on appelle souvent un conflit de nationalité. C'est-à-dire qu'on a un territoire ici sur lequel nous avons 3 identités qui coexistent. Une identité basque, c'est-à-dire des gens qui se sentent basques, une identité française, du côté nord, c'est-à-dire au nord des Pyrénées ou de la Bidassoa, qui est le fleuve frontière, où les gens se sentent soit français seulement, soit à la fois français et basque. Et puis inversement de l'autre côté de la frontière, dans l'État espagnol, qu'on appelle ici souvent le Pays basque espagnol ou Pays basque sud, on a donc là aussi des gens qui se sentent uniquement basques et des gens qui se sentent à la fois espagnols et basques. Peyo Echeverri-Inchart est historien. Il a commencé par me raconter qu'il y avait eu un territoire basque au Moyen-Âge qui existait sous le nom du royaume de Navarre. À la guerre de 100 ans, ce royaume est grignoté au nord et au sud par la France et l'Espagne. Les siècles passent et arrive la Révolution française. Ce qui veut dire République, Parlement, la Bastille, échafaud, décapitation, les Lumières et jacobinisme aussi. Un mot que j'ai souvent entendu au Pays basque, parce que les Jacobins, leur truc, c'était de construire une grande nation française, une et indivisible. Rappelez-vous, pour que les citoyens français soient égaux, il faut qu'ils soient tous pareils. Et pour qu'ils soient tous pareils, faudrait pas trop qu'ils soient différents. Donc le Pays basque, comme les autres régions de France, a connu, alors selon certains connaître, selon d'autres subir, c'est un des éléments du problème, mais en tout cas a connu cette construction nationale qui a interdit donc la langue basque pour imposer la langue française, qui a introduit aussi le concept de citoyenneté par le biais des élections, par le biais de l'impôt collectif, par le biais de la presse, enfin un certain nombre d'éléments comme ça mis bout à bout, le service militaire aussi, pour transformer les Basques en Français. Et ça a marché, c'est-à-dire que les Basques sont devenus Français dans leur identité. Quand ils sont partis combattre aux côtés des Français pendant la Première Guerre mondiale contre les Allemands, ils avaient un ennemi commun, ils sont morts au front, et lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde partait se battre aussi contre les Allemands, sans oublier qu'ils étaient Basques, mais ce côté basque français s'était imposé. De sorte qu'aujourd'hui, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, la majorité des gens se sentent à la fois basques et français, ici au Pays basque nord. Côté sud, le royaume d'Espagne est moins fort, moins centralisateur que la France. Donc le Pays basque sud arrive à garder du pouvoir. Et puis surtout, arrive la révolution industrielle. Et là, le Pays basque, et la Catalogne aussi, mais ça c'est une autre histoire. Le Pays basque devient riche, plus riche que le reste de l'Espagne. Et donc ces territoires se disent, mais ils sont bien gentils à Madrid, mais nous on veut conserver notre richesse, nos impôts, etc., localement, et ne pas avoir à rendre des comptes à Madrid. Et qu'est-ce qui se passe ? À l'époque où les nationalismes apparaissent partout en Europe, un nationalisme basque apparaît également en Espagne, de même qu'un nationalisme catalan apparaît de l'autre côté du territoire. Et au moment où la guerre d'Espagne éclate, donc en 1936, c'est le moment où les nationalistes basques sont assez puissants pour dire aux Madrilènes, écoutez, maintenant c'est simple, il y a une guerre civile en Espagne, si vous voulez un partenariat, une alliance entre la République espagnole, qui s'oppose à Franco, et les nationalistes basques, il faut que vous nous accordiez un statut d'autonomie. Et c'est ce qu'ils obtiennent. Ils obtiennent un statut d'autonomie, le premier statut de Guernica, en 1937, avec un gouvernement basque, une monnaie basque, une armée basque, une police basque, la perception des impôts, la gestion des impôts, de la puissance financière et économique du Pays basque au plan local. Mais cette autonomie basque ne dure pas très longtemps parce que Franco remporte la guerre. Entre 1937 et 1939, toute résistance est balayée et 40 ans de dictature se mettent en place en Espagne. Nice. Ice. Urada, Gugara, Susara, Suek, Sarete Ayek Dira. La dictature pour les Basques est encore pire que pour le reste de l'Espagne. Non seulement ils sont accusés d'être des opposants politiques au régime de Franco,
Mais en plus, ils ne veulent pas être espagnols. Toute forme d'expression basque est alors interdite. Il est interdit de parler basque, de mettre des drapeaux basques, d'écrire en basque. Et ça va jusqu'à interdire les compositions de fleurs rouges, blanches et vertes pour ne pas rappeler les couleurs basques, et jusqu'à effacer les inscriptions en basque sur les tombes dans les cimetières. Des nationalistes basques sont torturés et assassinés. Pour sauver leur peau, beaucoup s'exilent. Et pendant cet exil, on pourrait se dire qu'il aurait pu disparaître. Mais non, en fait, il n'a pas disparu, il a muté. Le nationalisme basque des origines, qui est un nationalisme basque très traditionnel, qu'on pourrait considérer comme étant de droite, a alimenté une culture d'exil, mais les jeunes de cette tendance-là, les fils ou les filles de tous ces gens-là qui avaient dirigé pendant les années 30 le Pays basque, ont acquis une autre culture politique entre-temps, beaucoup plus de gauche, beaucoup plus révolutionnaire. On est dans le contexte de la décolonisation dans le monde, et leur modèle est algérien, leur modèle est chypriote, leur modèle est même israélien à un certain moment, leur modèle peut être cubain aussi, et soviétique. Alors, ils se lancent dans un intense travail, d'abord intellectuel. Ils se disent, on va récupérer notre histoire, récupérer notre langue. Ils apprennent la langue, parce qu'ils ne l'avaient pas forcément apprise, elle était interdite. L'histoire du Pays basque, ils ne la connaissaient pas. Alors, ils commencent à lire, ils commencent à écrire eux-mêmes leurs propres textes théoriques aussi. C'est pour ça qu'ils remettent en question la perception de l'identité basque pour la renouveler. Ils se disent, nous, on n'a pas envie de se définir basque comme nos parents ou nos grands-parents le faisaient à la fin du 19e. Aujourd'hui, il y a la Shoah qui est passée par là. On ne peut plus fonder une identité sur le sang, sur la race, sur la religion. Il faut qu'on la fonde sur autre chose de beaucoup plus intégrateur. Surtout qu'en plus, il y a eu la révolution industrielle qui est passée par là. Il y a énormément de gens qui étaient nés en Andalousie, en Extrémadour, qui étaient venus chercher du travail en Biscaye. Ces gens-là, on n'allait pas leur dire, vous êtes nés ailleurs, donc vous n'êtes pas basque. Donc ils ont cherché à renouveler la définition de l'identité basque en la fondant sur une conception beaucoup plus ouverte. Et basque, celui qui veut être basque, participer au développement du territoire du Pays basque, en travaillant au Pays basque, en fondant une famille au Pays basque, etc. Et puis donc les modèles sont différents, ils sont très, très attirés par ces modèles rupturistes, révolutionnaires, et ils se disent, ben voilà, on va créer nous-mêmes notre propre mouvement révolutionnaire, armé, et c'est comme ça qu'ils créent ETA. Donc au début, ETA, c'est un groupe de réflexion qui s'appelle Ekin, en 1952, Ekin, ça veut dire agir. Mais on agit en apprenant la langue, en faisant des textes. Au bout d'un moment, ils en ont marre d'écrire des textes. Ils veulent passer à l'action. Donc, ils font des peintures sur les murs. Ils essaient de marquer « Vive le Pays basque libre » sur les murs, etc. Bon, et puis petit à petit, ils se disent « Tiens, on va distribuer des tracts. » Et puis après, ils vont se dire « on va faire exploser des bombes. » La suite, ce sont des actions armées qui vont en s'intensifiant. ETA a tué 859 personnes entre 1959 et 2010. Du côté des Basques, ce sont des milliers de personnes qui sont passées par la case prison depuis le début du conflit et 4000 cas avérés de torture par la police espagnole entre 1960 et 2014. Et puis ce sont aussi les GAL, pour Groupe antiterroriste de libération. Les GAL, c'étaient des commandos paramilitaires qui tuaient des indépendantistes basques. Ils les tuaient dans la rue, dans les bars, ou posaient des bombes sous leur voiture. C'est d'ailleurs arrivé à Yoshua Urrutikoetxea. Le 5 juin 1975, sa voiture explose, tuant au passage le mercenaire, ancien membre de l'OAS, qui, en préparant la bombe, a dû se tromper de fil. Le lendemain, Yoshua devait prendre cette voiture avec sa compagne et ses enfants pour aller à un rendez-vous chez le pédiatre. Ces commandos ont assassiné une trentaine de personnes dans les années 70 et 80, principalement sur le sol basque français. Et ça a été largement prouvé depuis, c'était l'État espagnol qui avait commandité et payé les GAL pour assassiner des indépendantistes basques. Le problème politique du Pays basque, c'est qu'il y a un peuple avec une langue, une culture, une histoire attachée à un territoire dont les droits ne sont pas reconnus et qui, au quotidien, n'a pas l'occasion, le pouvoir de décider librement de son futur et de l'organisation de sa communauté. Le peuple basque pourrait très bien décider
qu'il a envie de continuer à vivre sous l'administration des États français et espagnols. Ce serait son droit. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui a demandé son avis. Tout simplement. Tout simplement. Grinas maitatus lura Animalia naiseta Animalia naiseta Animalia naiseta Animalia naiseta. Dans l'épisode suivant, on revient en 2011. D'abord à Oslo, voir ce que fabriquent nos 3 de TA pour faire avancer la paix, puis au Pays Basque, voir comment les États espagnols et français travaillent dur pour combattre le terrorisme séparatiste. Oh non. Segida À suivre Arte Radion. sur Arte Radio.